Le docteur Venugopalan vous présente maintenant la gestion des nutriments pour les rendements élevés. La gestion des éléments nutritifs ne consiste pas simplement à appliquer la dose d'engrais recommandée. Il s'agit plutôt d'un plan d'exploitation qui prend en compte les aspirations de l'agriculteur à court et à long terme, l'état de santé du sol, le capital et les ressources disponibles chez l'agriculteur. L'objectif est d'utiliser toutes les ressources disponibles dans l'exploitation et de les compléter avec des engrais achetés pour répondre aux besoins en nutriments des cultures et améliorer progressivement l'état de santé des sols. Les recommandations en matière de nutriments ne sont pas universelles. Elles sont spécifiques au sol et au climat. Il est donc important de connaître la nature et les propriétés du sol où pousse le coton. Fluvisol, vertisol, ferrasol et phytosol sont mis en culture au Tchad. Les fluvosols sont fertiles, mais les ferrasols sont peu fertiles et peuvent nécessiter des applications fréquentes d'engrais. Les sols peuvent présenter d'autres limitations comme la profondeur, le pH, la maniabilité, etc., qui peuvent limiter la croissance des cultures et la réponse aux engrais. Fournir des éléments nutritifs pour soutenir la croissance des cultures est une fonction inhérente au sol. Les éléments nutritifs du sol, retirés ou perdus, doivent être reconstitués périodiquement. À l'origine, 16 nutriments essentiels ont été identifiés, à savoir carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium, soufre, zinc, cuivre, fer, manganèse, molybdène et chlore. En 2001, le nickel a été ajouté à la liste. Ces nutriments sont présents dans le sol sous forme de sel de solubilité variable et doivent être convertis en forme ionique pour que les plantes puissent les absorber. Avant de discuter de la manière de gérer les nutriments, nous devons comprendre pourquoi nous devons les gérer. Les engrais sont sont une ressource rare et coûteuse et doivent être utilisées judicieusement. Une utilisation équilibrée et correcte des engrais améliore le rendement cotonnier, la qualité des fibres et les bénéfices des exploitations. L'utilisation d'engrais est faible au Tchad. La gestion des éléments nutritifs et des cultures est essentielle pour réduire les pertes d'éléments nutritifs, augmenter le rendement et l'utilisation efficace des éléments nutritifs. L'intendance des nutriments des 4 B souligne les principes directeurs de la gestion des nutriments. Ces 4 B sont bonne source, bonne dose, bon moment et bon endroit. L'analyse du sol est essentielle avant d'entreprendre tout plan de gestion des nutriments. Le premier principe de la gestion des nutriments consiste à sélectionner la bonne source de nutriments, tant organiques qu'inorganiques. Les sources organiques ayant un faible rapport carbone-azote fournissent immédiatement des nutriments. De même, les engrais ayant une grande solubilité des éléments nutritifs fournissent ces derniers plus rapidement. Si les sols sont alcalins, le MAP est une meilleure source de phosphore que le phosphate de diammonium. Il vaut mieux mélanger les engrais de deux origines, organiques et inorganiques, que d'utiliser l'un ou l'autre seul. L'urée enrobée de Nîmes, huile de marmosier, est meilleure que l'urée perlée car les pertes sont réduites dans le premier cas. Les sources granulaires sont meilleures que les poudres car ces dernières forment des grumeaux en raison de l'absorption d'humidité pendant le stockage ou l'application. Idéalement, deux exploitations ne devraient pas avoir besoin de la même dose de nutriments. La notion de rendement escompté, basée sur l'expérience passée, l'absorption des cultures pour produire ce rendement, la qualité disponible dans le sol, la quantité disponible dans le sol
l'efficacité de l'utilisation des nutriments sont les mêmes facteurs qui influent sur la dose de nutriments. La capacité d'approvisionnement en éléments nutritifs est obtenue à partir des valeurs du sol. Les recommandations issues d'expériences agronomiques peuvent fournir une estimation fiable des éléments nutritifs à ajouter. En l'absence de telles recommandations et de valeurs d'analyse du sol, 60 à 100 kg d'azote, 30 à 40 kg de pentoxyde de phosphore P2O5 et oxyde de potassium K2O peuvent être appliqués. Environ un tiers des éléments nutritifs, c'est-à-dire des éléments organiques, et 2 tiers d'engrais pourraient constituer une bonne option. La réponse du coton aux nutriments appliqués sera la plus élevée si l'offre est synchronisée avec la demande de la culture. L'ajout d'un excès d'azote en début de la campagne agricole, lorsque la demande est faible, augmenterait la perte en azote. L'application fractionnée d'azote est recommandée, plus important sur les sols sableux et les sols à faible capacité d'échange de cation. La combinaison de sources organiques et inorganiques assure la synchronisation avec la demande des cultures. Le bon emplacement des engrais est nécessaire pour réduire les pertes et pour garantir qu'ils soient accessibles aux racines du coton. Les pertes d'engrais nutriments sont élevées lorsqu'elles sont diffusées. Le placement dans la zone humide est essentiel pour le coton pluvial. La combinaison de l'application foliaire et de l'application au sol donne une meilleure réponse. Les engrais P et K, phosphore et potassium, ne se déplacent pas dans le sol et doivent donc être placés à un endroit où les racines sont susceptibles d'y accéder par diffusion. Le tableau présente le schéma d'absorption de NPK de la culture du coton. Moins de 20% d'azote et seulement 11% du phosphore total sont absorbés pendant les 45 premiers jours. Le pic d'absorption des nutriments se situe pendant la période de floraison, au développement des capsules. L'application d'azote doit être diffusée en fonction du schéma d'absorption. L'azote est le nutriment le plus important pour la production du coton. Comme on l'a vu dans la diapositive précédente, les besoins en azote sont très faibles pendant la phase de pré-bourgeonnement. Environ un tiers de l'azote total requis peut être appliqué soit au moment du semis, soit 10 jours après le semis. Cette dose de départ active les microbes du sol. L'excès d'azote, s'il est appliqué à ce stade, sera perdu par lixiviation, ruissellement, dénitrification et volatilisation. L'excès d'azote dans les feuilles favoriserait l'apparition d'autres insectes suceurs. L'excès d'azote dans les feuilles favoriserait l'apparition d'autres insectes suceurs. Environ 45% de l'azote est nécessaire entre 45 et 90 jours après les semis. Environ un tiers de l'azote peut être appliqué entre 45 et 50 jours. Une carence en azote à ce moment aurait un effet négatif sur le développement des feuilles et la photosynthèse et entraînerait la chute des bourgeons capsules. Un excès en azote retarderait la floraison et aggraverait les problèmes de parasites. La dernière dose, un tiers, peut être appliquée 80-85 jours après les semis. Elle peut être avancée d'une semaine à 10 jours si une sécheresse est prévue. À ce stade, une carence en azote nuit au développement des capsules et réduit le rendement. Mais un excès d'azote à ce stade encouragerait la croissance végétative, rendrait les plantes hautes et touffues, augmenterait les dégâts causés par les parasites et retarderait la maturité. Cette diapositive montre le moment de la dose d'azote à appliquer en fonction de la demande de la culture indiquée dans la courbe. Le message est le suivant. 3 périodes. Semis, bourgeonnement et floraison.
Si nécessaire, une pulvérisation foliaire d'urée ou de phosphate de diammonium peut être effectuée au stade de 100 jours. 100 jours. Il est important d'accroître l'efficacité de l'utilisation de l'azote pour obtenir un meilleur rendement par unité d'engrais azoté, pour réduire les pertes d'azote et ainsi diminuer l'accumulation de gaz à effet de serre, pour minimiser la pollution des masses d'eau par les nitrates. Certaines d'entre elles visaient à améliorer l'utilisation efficace d'azote, notamment l'application équilibrée des engrais, réduire les pertes de volatilisation d'azote, utilisation de nitrate d'ammonium et de calcium au lieu de l'urée, appliquer des engrais dans des conditions humides, pas sèches ou mouillées, placement des engrais dans les zones des racines au lieu de l'épandage, utilisation d'engrais à libération lente, inhibiteurs de nitrification, combinaison d'engrais organiques et d'engrais chimiques. L'enrobage de l'urée par le Nîmes, le margousier, améliore son efficacité d'utilisation car le Nîmes agit comme un inhibiteur de nitrification qui ralentit la conversion de NH4 plus en NO3, ammonium plus nitrate, et comme un engrais à libération lente. Il est possible de fabriquer à la fois de l'huile de Nîmes, de margousier, 0,5 litres par tonne d'urée et de coque de graines de margousier rapport 1,5 avec l'urée. Cette diapositive montre une technique simple pour préparer de l'urée enrobée de Nîmes. 1 kg de goudron de houille est dissous dans 2 litres de kérosène et ce mélange est utilisé pour recouvrir un film fin sur 100 kg d'urée dans un tambour rotatif. Plus tard, 20 kg de poudre de margousier sont ajoutés dans un autre tambour rotatif afin que la poudre forme un revêtement uniforme sur les granules d'urée. L'application de phosphore. Contrairement à l'azote, le phosphore n'est pas perdu dans le sol, mais il est converti en composé moins soluble où il réagit avec les particules d'argile. Ces formes deviennent lentement disponibles lorsque la concentration de phosphore disponible diminue dans le sol. La quantité totale de phosphore, 30 à 40 kg de P2O5 par hectare, pentoxyde de phosphore par hectare, est appliquée au moment du semis. Comme les graines accumulent beaucoup de phosphore pendant le développement des capsules, il est possible de compléter le phosphore à ce stade en pulvérisant 2% de phosphate de diammonium à hauteur de 20 g par litre, 2 fois à 12-14 jours d'intervalle. La quantité totale de potassium peut être appliquée au moment du semis en deux fois au moment du semis et du bourgeonnement. Le potassium est également nécessaire pour le développement des fibres. Il est utile de pulvériser 2% de nitrate de potassium, KNO3, pendant le développement des capsules. Si les sols sont déficients en micronutriments et que les engrais organiques ne sont pas utilisés, les rendements cotonniers pourraient diminuer en raison de leur carence. Si les sols sont intrinsèquement déficients, l'application aux doses recommandées indiquées dans la diapositive peuvent être effectuées au moment du semis, une fois tous les 3 ans. Toutefois, si une carence de ces éléments nutritifs est constatée pendant la campagne agricole, une application foliaire au taux indiqué sur la diapositive serait utile. Il faut recommander que lorsque les sels de sulfate de zinc, fer, cuivre ou manganèse sont dissoutes dans l'eau, la solution devient acide.
Pour neutraliser cet acide et empêcher le brûlage des feuilles de coton, on ajoute de la chaux à cette solution avant le semis. L'IPNS représente le système intégré d'approvisionnement en nutriments des plantes, qui sont une extension du terme populaire GIN, gestion intégrée des nutriments. Comme la gestion intégrée des nutriments, l'IPNS, donc le système intégré d'approvisionnement en nutriments, tente d'intégrer toutes les ressources possibles disponibles dans et en dehors de l'exploitation agricole, organique et chimique, pour répondre à la demande en nutriments des plantes et aussi pour renforcer la fertilité des sols. En outre, l'accent est mis sur la mise en compte d'autres facteurs de production, optimisation de la densité des plantes, gestion de l'eau, lutte contre les parasites, y compris les mauvaises herbes, afin d'obtenir une production maximale par unité de nutriments. Il s'agit également de répondre à la nécessité d'améliorer l'état inhérent des sols en utilisant des amendements. Il s'agit essentiellement d'une stratégie de gestion sans protocole fixe. Le système intégré d'approvisionnement en nutriments des plantes, IPNS, vise à réduire les pertes de nutriments et augmenter l'utilisation efficace d'azote. Utiliser la méthode de réponse des cultures d'essai pour recommander les engrais. Utiliser la meilleure technique d'application des éléments nutritifs basée sur les recommandations discutées plus haut. Intégrer toutes les sources d'éléments nutritifs disponibles. Donner la priorité aux cultures qui devraient répondre le mieux à la source organique lorsqu'elle est en pénurie. Et enfin, corriger les carences inhérentes au sol en y ajoutant des amendements. Cette diapositive donne un aperçu des différentes sources de nutriments pour les plantes. Certaines d'entre elles sont disponibles dans l'exploitation agricole, tandis que d'autres sont des sources externes de bio-inoculants et de nutriments. Bien que chaque agriculteur ne dispose pas de toutes les ressources ou n'y ait pas accès, il peut en avoir quelques-unes. Un plan de gestion doit être préparé à partir de ce qui est disponible. Pour mieux comprendre les sources de nutriments des plantes, on peut les regrouper en sources agricoles. Il peut s'agir du sol lui-même, des résidus de culture, du fumier animal, des engrais verts, du compost de mauvaises herbes et des déchets agricoles, etc. En B, la provenance des environs de l'exploitation agricole, des résidus de coupe de forêt voisine, limons de lits de rivières ou de lacs, déchets animaux et autres, y compris les déchets ménagers, compostés et apportés à l'exploitation, atmosphérique, pluie, etc. En C, importés ou achetés, ce sont les engrais organiques, compost de ville municipale ou l'engrais minéral. Cette diapositive fournit une brève description des matières organiques autorisées pour améliorer la santé des sols. Chaque source d'entrée présente certains avantages et certains inconvénients. Par exemple, l'engrais vert peut fixer une quantité substantielle d'azote, mais les agriculteurs sont réticents à réserver des terres exclusivement pour les cultiver. La culture entre les rangs de coton est possible, mais elle peut faire concurrence à la culture du coton. Ici, nous présentons d'autres intrants organiques, biofertilisants, légumineuses en rotation, résidus de culture. Le coton peut être cultivé en rotation ou en intercalaire avec les légumineuses, arachides, niébés ou haricots. Mais ces cultures peuvent être moins rentables qu'une culture de rente comme le coton. Les cultures intercalaires abritent également des matériels ennemis comme les parasites du coton.
Les résidus de culture contiennent plus de potassium que les autres sources organiques, mais le potassium peut ne pas être immédiatement disponible. Ils peuvent ne pas contribuer à la disponibilité des éléments nutritifs, mais peuvent accéder à l'accumulation de matière organique stabilisée, l'humus, et améliorer à leur tour la capacité d'échange de cations et les propriétés physiques du sol. Les résultats de plusieurs études menées sur différentes cultures, sur différents continents, ont montré que les techniques de gestion intégrée des nutriments sont meilleures que les sources chimiques de nutriments. L'étude présentée sur cette diapositive est réalisée au Bénin, dans la région sèche de la savane. Les résultats montrent que le rendement et l'efficacité de l'utilisation des nutriments étaient plus élevés dans le cadre du système de gestion intégrée des sols, où les résidus de culture étaient recyclés. Le microdosage d'engrais est une technique développée par l'ICRISAT, ICRISAT, il y a plus de 10 ans et est recommandée pour la région du Sahel, pour le sorgho et le millet perlé. Cette technique pourrait être normalisée pour le coton. Dans cette technique, une pincée de 3 doigts ou un bouchon de bouteille pleine d'engrais du mélange souhaité est placé dans le trou du semis ou à la base des plantes peu après la plantation, 10 à 14 jours. En raison de la disponibilité des éléments nutritifs, les racines poussent plus rapidement, ce qui aide la plante à capturer davantage d'éléments nutritifs indigènes, c'est-à-dire non ajoutés. Une croissance rapide des racines permet d'éviter la sécheresse et une maturité plus précoce, évitant la sécheresse en fin de campagne, tout en augmentant les rendements des cultures. Je vous remercie de votre attention.